Bon, voyez comment le soutien occidental a été pour beaucoup dans la pérennisation de ces systèmes autoritaires dans les pays arabes. Pourquoi la Tunisie? Alors, pour faire court, vous avez 2-3 chapitres sur le sujet dans le livre. J'appelle la Tunisie le paradigme de la révolution heureuse. J'appelle la Libye le contre-paradigme de la révolution heureuse. Qu'est-ce que dès lors j'entends par une révolution heureuse? Une révolution heureuse, c'est une révolution qui a réuni tous les ingrédients de la réussite immédiate sans trop diffusion du sang. Alors j'énumère, je crois, une vingtaine de paramètres, je ne vais pas vous accabler. En Tunisie, ça réussit pourquoi? C'est un petit pays par la géographie. C'est un pays où il n'y a pas d'enjeu géopolitique très important pour les grandes puissances. C'est un pays homogène sur le plan social. C'est un pays où il y a une classe moyenne plus importante que dans les autres pays et qui a accès aux réseaux sociaux, qui utilisent l'Internet. C'est un pays où le taux d'alphabétisation est supérieur pour l'école élémentaire de certains pays à certains pays européens et où les études universitaires ont connu un bond considérable. 13 000 universitaires dans les années 70, 360 000 universitaires dans les années 2010. Vous voyez? C'est un pays où les jeunes se sont organisés sans l'encadrement d'un parti politique, sans mot d'ordre d'une organisation quelconque, de manière spontanée, de manière massive. Ce sont des jeunes éduqués, urbanisés, connectés, dans un pays homogène qui n'est pas traversé par des lignes de fracture, et en plus l'armée a fraternisé avec le peuple. Élément très important. Et lorsque Ben Ali, en difficulté, voyant que la police ne parvenait pas à mater ces manifestants, a fait appel à Rachid Ammar, le chef de l'état-major de l'armée de terre, pour lui dire « Allez, amène tes chars ». Il a dit « Monsieur le Président, l'armée tunisienne est au service de la nation, il n'est pas au service du régime ». Et le jour même, Ben Ali a pris l'avion et s'est enfui. Donc il y a un élément très important, mes chers amis, le rôle de l'armée, l'homogénéité du pays et surtout le courage des jeunes. Ces jeunes nous ont épatés par leur courage. Sachant qu'ils sortaient dans la rue, prenaient possession de l'agora, en pouvant être blessés, voire même tués, parce qu'il y a quand même 350 tués en Tunisie, il y a plus de 1000 en Égypte. Donc ils prenaient un risque. Donc ces jeunes ont brisé le mur de la peur, et comme je l'écris ici ou je ne sais pas ailleurs, ce n'est pas parce que les régimes sont féroces que les gens n'osent pas, c'est parce que les gens n'osent pas que les régimes sont féroces. Mais lorsque les gens osent, les régimes dictatoriaux s'écroulent dès lors que les autres facteurs sont réunis. Donc, vous voyez, tous les ingrédients. Alors, l'Égypte ressemble à la Tunisie. C'est un pays homogène en dépit du fait qu'il y ait des Coptes et des musulmans. Mais les Coptes se considèrent comme des Égyptiens à part entière, tout comme les musulmans se considèrent comme des Égyptiens à part entière. Donc la ligne de clivage n'est pas fondamentale. C'est une société enracinée dans l'histoire. Il y a une densité historique des temps des pharaons. C'est une société fière et des jeunes également éduqués, connectés, urbanisés, qui ont réussi. Et l'armée égyptienne, après hésitation, a quand même cédé et demandé la démission de Moubarak, non sans lui préserver quand même quelques honneurs, parce qu'on aurait pu carrément le mettre en prison directement. Mais là, bon. Mais même sur une civière, il s'est présenté devant un tribunal, ce qui n'est pas un signe anodin. Voyez qu'est-ce que j'appelle une révolution heureuse. Alors, le contre-exemple, c'est la Syrie. C'est la Libye. Une révolution qui commence par être pacifique, qui se transforme en rébellion. Dans le cas de la Libye, on fait appel aux Nations Unies, participation de l'OTAN, et donc suite tragique, puisque Kadhafi est assassiné et ses enfants sont en prison. Bon. La Syrie, c'est encore un degré de plus. Qu'est-ce qui complique la tâche en Syrie? Tous les éléments d'abord. Bon, que les Syriens soient courageux, nul doute, ils nous épatent par leur courage, par leur persévérance, en dépit d'un régime extrêmement féroce. Ça, c'est acquis. Qu'ils soient éduqués, c'est acquis. Largement connectés, un peu moins.
La Syrie est un pays de 24 millions d'habitants, répartis sur un plus grand territoire. Seul dans les couches moyennes urbaines, la connexion Internet est là, mais l'usage du téléphone mobile est très répandu, puisqu'on arrive à des taux exceptionnels de l'ordre de 80 à 85%. Mais qu'est-ce qui différencie la Tunisie par rapport à la Syrie par rapport à la Tunisie? Ce n'est pas une société homogène. Elle est terriblement fragmentée, traversée par de multiples lignes de fracture. Vous avez des sunnites majoritaires, vous avez des chiites alaouites qui dominent le pouvoir, vous avez des Kurdes, vous avez des Druzes, vous avez des communautés chrétiennes. Donc vous avez déjà une société extrêmement composite. C'est une véritable mosaïque qui tient ensemble par l'esprit de corps et par un régime qui a maintenu cette mosaïque pour assurer la pérennisation de son pouvoir. Donc, différence avec la Tunisie. Deuxième différence, le régime est sectaire. C'est-à-dire que le régime minoritaire de la communauté alaouite a fait en sorte qu'il a mis les alaouites au poste clé de l'administration de l'armée et des services de renseignement, c'est-à-dire il a cadenassé le pays, sachant qu'à l'évidence que sans cela, ce régime sauterait et serait détruit comme un château de cartes. Donc, composition sociale très, très hétérogène, une armée qui, pour l'essentiel jusqu'à maintenant, demeure fidèle au régime parce qu'elle est d'extraction alaouite et parce que c'est que si le régime tombe, c'est la communauté elle-même qui pourrait être éventuellement menacée. Donc c'est une question de vie ou de mort. Et le Conseil national syrien n'a pas, à mon sens, fait le nécessaire pour rassurer la communauté alaouite en disant non, dans la Syrie de demain, vous serez partie prenante dans la construction du pays. Il n'y aura pas de vengeance, il n'y aura pas de rendement de compte. Vous ne devez pas avoir peur, ni vous les chrétiens, ni vous les musulmans. Et d'ailleurs, un père italien sera à Louvain chassé par le régime de Bachar al-Assad après avoir vécu 30 ans en Syrie. Viendra donner une conférence à Louvain jeudi, et son message est le suivant: les chrétiens comme les alaouites sont les otages du régime, ils ne sont pas le soutien du régime, et donc là il faut que le Conseil national syrien envoie des messages positifs. Donc vous voyez comment la différence avec la Tunisie, une armée qui demeure jusqu'à maintenant soudée derrière le régime en dépit de multiples défections et désertions, et une société composite traversée par de multiples fractures. Et troisième différence, il y a des enjeux géopolitiques considérables en Syrie. Ce n'était pas le cas de la Syrie, de la Tunisie. Pourquoi? Parce que la Syrie fait partie dans ce qu'on appelle en langue arabe l'arc chiite. L'arc chiite, c'est-à-dire Iran, Irak, Syrie, Hezbollah. La majorité des musulmans, que ce soit turcs ou arabes, sont des sunnites. Mais cet arc chiite est considéré par les Américains comme un arc menaçant. Ce sont des pays qu'on appelle des pays voyous. Le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste, et la Syrie comme un pays voyou, rogue state, et l'Iran aussi. Or, il y a l'Arabie saoudite comme la Turquie ont intérêt à en finir avec ce régime de Bachar al-Assad. Ce n'est pas par souci de démocratie de la part de l'Arabie saoudite. Honnêtement, ce n'est pas un parangon de démocratie, l'Arabie saoudite. Non, simplement, en affaiblissant la Syrie, l'Arabie saoudite affaiblit l'Iran, qui est son principal concurrent dans les pays du Golfe. C'est en fait un enjeu sunnite-chiite qui se déroule sur le territoire syrien et qui se greffe sur la révolution syrienne. Alors, les Américains ont intérêt à affaiblir la Syrie. Pourquoi? Parce qu'affaiblissant la Syrie, ils affaiblissent l'acteur iranien et donc ils protègent leurs intérêts dans le Golfe, constamment menacés par l'activisme diplomatique et militaire iranien. Israël a tout à fait intérêt également à affaiblir le régime de Bachar al-Assad, parce que là, ceux qui se réjouissent aujourd'hui, ce sont les Israéliens. Voilà le potentiel militaire de la Syrie qui est usé, sans qu'Israël doive tirer un seul coup de fusil.
Et Bachar al-Assad, qui a toujours fait comprendre aux Arabes qu'il est le défenseur de la cause arabe, de la cause palestinienne, en 40 ans, le régime bassiste de Bachar al-Assad et de son père n'ont pas tiré un seul coup de feu sur le Golan syrien, qui est le plateau syrien occupé par Israël. Donc c'est le meilleur ennemi d'Israël. Mais pour les Israéliens, affaiblir la Syrie, c'est également affaiblir l'Iran. Donc, vous voyez comment il y a des enjeux qui viennent se greffer, qui vont compliquer la tâche, ce qui explique que les Russes et les Chinois protègent par le bouclier de vote des Nations Unies ce régime criminel et le régime se comporte pour l'instant en toute impunité, dans une totale passivité de la communauté internationale, ce qui, à mon sens, constitue un véritable scandale quand on voit le nombre de morts, de blessés, d'exilés qu'aujourd'hui nous avons en Syrie. Contre-paradigme de la révolution heureuse. Eh bien, répondons à la troisième question très brièvement. Maintenant qu'on a déboulonné 4 présidents, que d'autres chefs tremblent sur leur piédestal. Où va-t-on? Alors, attention, là, il faut quand même avertir. Il faut éviter l'impatience et l'emballement. Et surtout un pessimisme précoce. À l'impatience, il y a des tas de gens qui disent « Mais vous avez fait la révolution, mais il n'y a pas de démocratie, ma femme. » Depuis quand une révolution fait la démocratie? La révolution est un processus. Ça peut prendre une génération. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de fièvre révolutionnaire, nous ne sommes pas dans une phase de ferveur démocratique. La démocratie, c'est une culture, elle s'enracine, elle commence avec le lait maternel, se consolide dans l'espace public par l'exercice citoyen, et puis après par des institutions transparentes et efficaces, par la rotation électorale des équipes au gouvernement, par, bien sûr, la distanciation de la religion de la chose publique. Cela, mes chers amis, c'est une culture. Dans le cas de la France, la Révolution française, ça a pris quand même plusieurs décennies avant qu'il y ait une véritable République française laïque digne de ce nom. Et je ne vais pas dire par là qu'il ne faut rien attendre des pays arabes au cours des 25 dernières années, mais certainement, une démocratie consolidée, ça va prendre du temps. D'autant plus que dans cette période de transition, tous les risques s'accumulent. Le risque de récupération de la révolution par ceux qui n'ont pas fait la révolution ou qui ont rejoint la révolution tardivement, les frères musulmans par exemple. On le voit en Égypte, en Tunisie, ailleurs. Risque de récupération ou de détournement par l'armée. Risque de perversion par les anciens du régime. Et on voit là, vous voyez comment ces gouvernements peinent encore à asseoir leur autorité, assurer la sécurité du pays. Regardez là, une manifestation devant le consulat américain conduit à l'utilisation de roquettes. Mais où est la sécurité libyenne? Comment on laisse passer des gens armés jusqu'aux dents avec des roquettes de surcroît pour attaquer un consulat américain et tuer un ambassadeur qui très tôt avait affiché un soutien sans faille à la révolution libyenne? Vous voyez donc là, les régimes peinent. Nous sommes donc dans une phase de transition. Y a-t-il un motif pour être impatient? Oui, les gens veulent des résultats rapides. Mais les premiers à vouloir des résultats rapides, ce sont les jeunes. Les jeunes sont sortis criant liberté, démocratie, dignité. Mais ils sont sortis également pour demander un emploi. Or, par exemple, ce qui s'est passé avec ce film infect, et les réactions scandaleuses devant les ambassades, du moins la manière, je peux comprendre la colère des musulmans. Tout musulman s'est senti insulté parce que le prophète, c'est une figure sacrée dans la foi musulmane. Tout musulman a raison de se sentir en colère. Mais exprimer cette colère de cette manière dessert la cause des musulmans, ternit leur image. Aujourd'hui, en arrivant chez vous, dans le débat de RTL, on ne parlait pas de ces fanatiques latino-américains qui ont fait ce film ingrat, de bas étage. On parlait de la réaction des musulmans et on disait des gens primaires, des gens violents. Voilà. Donc ça se retourne quand même contre les musulmans. Et donc, là, je voudrais faire un article économique et estimer le coût en milliards de ces manifestations violentes. Quand je pense que ce film
ce film, ce navet a coûté 5 millions de dollars, eh bien, je peux estimer comme ça, très rapidement, que le coût de ces salafistes qui sont allés devant les ambassades manifester violemment, brûler le drapeau américain et s'attaquer à des ambassadeurs qui jouissent de l'extraterritorialité et donc de l'hospitalité des pays d'accueil, eh bien, je peux estimer le coût à plus de 4 à 5 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que la saison touristique d'Égypte et de Tunisie est détruite pour les mois à venir. Elle ne reprendra probablement que dans quelques mois. Vous avez estimé combien d'emplois perdus, combien d'argent là jeté par la fenêtre? Les investisseurs ne vont pas se bousculer au portillon. C'est un autre. Il faut reconstruire ce qui a été détruit. Ça coûte déjà de l'argent. Voyez comment, par des réactions compréhensibles de colère, mais transformées en violence gratuite, eh bien, ça ne rend pas service au gouvernement. Et je crois que les salafistes voulaient tester un peu les gouvernements en place, c'est-à-dire notamment les frères musulmans. C'est pour ça qu'à l'intérieur de la mouvance islamiste, il y aura une lutte entre radicaux et modérés, et cela va être la marque de la prochaine décennie à coup sûr. Ça ne va pas être une lutte entre libéraux et islamistes. À l'intérieur de l'islam, ça va être un islam au gouvernement et un islam de révolte. Et on va voir comment les choses vont se passer. Donc il faut être très, très vigilant. Donc éviter l'impatience, ça va prendre du temps. Il va y avoir des hauts, des bas. C'est un mouvement en dents de scie. Espérer des miracles immédiatement. Vous savez, une phrase très connue, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Donc, ça, c'est méditer à cela pendant la nuit. Ça va vous donner sommeil. Et donc, voilà un peu l'impatience. Deuxièmement, l'emballement, je veux dire, l'impatience des Européens qui commencent à parler parce qu'il y a eu des élections, parce que ces élections ont donné la victoire aux islamistes. Immédiatement, les Européens qui se sont emballés pour le printemps arabe commencent maintenant à être un peu sur leur garde. Je vois des articles dans la presse en disant « Était-ce vraiment nécessaire de soutenir le printemps arabe? Était-ce vraiment nécessaire de lâcher nos dictateurs ?» Donc, vous voyez, pourquoi? Parce que les islamistes ont gagné haut la main. Eh bien, moi, je me réjouis. Je ne suis pas frère musulman, mais je me réjouis qu'il y ait des élections. Pour la première fois dans le monde arabe, il y a des élections libres et transparentes. N'est-ce pas un motif de se réjouir? Eh bien, ça n'a pas donné le résultat que je voulais, mais je comprends parfaitement la victoire des islamistes. Ils sont structurés, organisés, implantés, ils ont des services sociaux, ils sont présents aussi bien dans le monde rural que dans le monde urbain. Ils répondent aux besoins directs de la population, ils sont en contact avec la population la plus démunie, alors que nous, les libéraux, soi-disant les élites libérales, nous avons un ego surdimensionné. Nous avons 60 partis libéraux en Égypte, 60. Hier, on a regroupé 25 dans une seule coalition sous la houlette de Amer Moussa, l'ancien secrétaire général de la Ligue des États arabes. Et donc, à la victoire, il y a une explication rationnelle. Ils ont gagné, ils sont au gouvernement. Eh bien, je dis tant mieux pour eux. Maintenant, ils vont être testés. Parce que c'est bien, quand on est dans l'opposition, on lance des slogans, mais quand on est au gouvernement, on doit faire des politiques. Et gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est négocier, c'est trouver des compromis, c'est apporter des solutions concrètes à des problèmes concrets. C'est là où ils vont être testés. S'ils réussissent, ils vont être réélus, à ma grande joie. S'ils réussissent à créer de l'emploi, à attirer des investissements, à stabiliser le pays, à assurer la protection du territoire, eh bien, ils ont répondu aux revendications de la population, ils seront réélus. S'ils échouent, eh bien, ce sont d'autres qui seront élus. Et donc, nous entrons là dans un processus de rotation qui est salutaire pour l'avenir du monde arabe. Donc, ne soyez pas impatients en demandant des résultats miraculeux en si peu de temps. Et des élections ont eu lieu, des constitutions sont en train de fait. Et surtout, cette manie qu'ont certains journaux occidentaux de vouloir absolument que le monde arabe soit une sorte de clone de l'Amérique. Non, le monde arabe n'aura pas une démocratie à l'anglaise. Même dans les pays démocratiques comme le nôtre, la démocratie est constamment menacée. En Amérique, elle est menacée par l'argent, elle est menacée par les mafias.
Ici, il est menacé par la passivité des citoyens, peut-être pas par la professionnalisation de la fonction politique. Je vais pas faire un cours sur la démocratie en Belgique ou ailleurs. Il est menacé par l'irrédentisme nationaliste. Donc, vous voyez, il faut être vigilant. La démocratie, c'est quelque chose qui se protège, qui n'est pas donné une fois pour toutes. A fortiori dans des pays qui n'ont pas connu la démocratie, qui doivent vraiment la mettre et la fertiliser au jour le jour. Donc, évitons de demander des résultats miraculeux. Une chose est certaine, c'est que c'est par millions que les jeunes arabes sont sortis pour le printemps. Ce sont quelques milliers qui sont sortis pour dénoncer ce film navet auquel on a donné trop d'importance alors qu'il aurait dû être jeté dans les oubliettes de l'histoire. Donc lorsque je vois dans un journal belge hier, le monde arabe s'embrase, non, mon Dieu, le monde arabe ne s'embrase pas. Hein? Combien de personnes sont sorties attaquer des ambassades ou brûler des ambassades? N'exagérons pas. N'exagérons pas. Alors, on voit dans tout ça l'irrationalité intrinsèque, l'incompatibilité fondamentale de l'islam avec la démocratie, avec la liberté, de ces Arabes qui ne comprennent pas la liberté d'expression dont nous jouissons. Et donc là, le privilège de la démocratie face au sacrilège de la religion. Et alors là, les Européens s'étonnent. Et avec une arrogance, un sentiment supérieur, voyez, on s'étonne de la violence des autres. Comme si l'Europe était frappée par une amnésie totale, oubliant que le XXe siècle a été marqué par des violences qui ont fait 70 millions de morts en Europe. L'Europe chrétienne, l'Europe civilisée, l'Europe des droits de l'homme n'empêche 2 guerres mondiales qui ont ravagé l'Europe et le discours nationaliste est en train de réémerger à la faveur de la crise. Vous voyez donc quelques réflexions éparses pour alimenter le débat. Je vais m'arrêter là et je vais vous donner la parole.